Sunday Night Production. Maïva Danois est une athlète de haut niveau qui détient un titre de championne de France obtenu en 2017. Mais la carrière d'une athlète est souvent parsemée d'embûches et d'obstacles à franchir. À la suite d'une blessure grave, elle a dû mettre sur pause sa carrière alors qu'elle était à son plus haut niveau. Entre sentiment d'injustice, remise en question et acceptation, elle a su tirer des leçons de chacune de ses épreuves pour se renforcer et s'interroger sur ses nouveaux objectifs. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Maïva Danois. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission une athlète normande. Elle a été championne de France du 3000 mètres steeple en 2017 et cette année, elle va s'aventurer sur duathlon. Il s'agit de Maïva Danois. Maïva, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Bonjour à tous, mais ça va super bien, comme une nana qui va enregistrer son podcast avec Dans la tête d'un coureur. C'est toujours un plaisir de venir avec vous au studio, donc voilà, je suis très contente d'être là. Ah, c'est vrai que tu es presque une habituée du podcast puisqu'on t'avait reçu dans un Iron Café à la rentrée, il me semble. Donc, sois encore la bienvenue parmi nous. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui, alors lui n'est pas normand, mais lyonnais, comme il aime le rappeler à la moindre occasion. Il s'agit de Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va toi aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Maëva, bonjour Guillaume. Moi ça va très bien. Alors effectivement, je suis pas normand, même si on me souligne souvent que je fais des réponses de normand. J'aime quand même beaucoup cet état d'esprit. Donc quelque part, une fibre normande doit vibrer en moi. D'ailleurs, les plus anciens d'entre nous se souviendront que fut un temps on t'appelait Monsieur le Premier ministre pour les réponses toujours très habiles dont toi seul as le secret. Allez, revenons au sujet d'aujourd'hui. Maïva, dans ce podcast, on va revenir sur ton parcours, mais sans langue de bois, et la relation que tu entretiens avec la course à pied, qui est plutôt une histoire de longue date, puisque je crois savoir que tu as un papa entraîneur et une maman et un frère athlète. Du coup, tu as connu très tôt, très jeune, les pistes de Tartran. Tu as passé 7 années de ta vie à l'INSEP. Durant ces années, tu as eu plusieurs sélections en équipe de France et des participations à des grands championnats. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la part de l'inné et du travail dans tout ça ? Parce que finalement, avec l'héritage familial de coureur que tu avais, est-ce que tu penses que tu avais, par exemple, des prédispositions pour ce sport ? Alors, je vais répondre à ta question de façon normande. Je sais pas si j'avais des prédispositions. En tout cas, il y avait une part génétique. Mes premiers pas ont été faits sur un stade, donc l'histoire commençait déjà dès toute petite. Ma mère, elle disait que je courais dans son ventre. Donc ouais, non, je pense qu'il y a une grosse part de génétique. Mais à un moment donné, c'est plus la génétique qui te fait progresser et avancer. C'est aussi tes ambitions personnelles et ton envie de travailler et ta force de travail. Voilà. T'as commencé à quel âge à courir ? À 6-7 ans peut-être. 6-7 ans. Ouais. Et donc ton papa et ta maman, coureur et coureuse aussi ? Sur quelle discipline ? Exactement. Alors demi-fond tous les deux. Mon père faisait du 3000 mètres steeple. Ma mère, elle était plus coureuse de 10 km, semi et marathon. Niveau national aussi ou Niveau national, ouais. Ils ont eu un très bon niveau tous les deux et ils nous ont retransmis ça. Et retransmis aussi les valeurs du sport. Et c'est vrai que ça, c'est une chance d'avoir été immergée tout de suite dès l'enfance. Et justement, Maëva, tu faisais référence à la spécialité de ton père, mais du coup, j'aimerais creuser un peu. Parce que tu as choisi le 3000 steeple qui reste quand même une distance un peu à part, particulière, parce que ça demande aussi bien des qualités de vitesse que de résistance, mais également de la technique. Mais il faut aussi être capable de garder le rythme malgré la difficulté de l'épreuve. Et tu as besoin de garder la lucidité justement pour franchir les barrières qui se dressent devant toi. Alors, du coup, c'est une distance qui a la réputation d'être l'une des plus difficiles et en tout cas pour les demi-fonds, une des plus traumatisantes. Alors, on semble comprendre que ce choix a été guidé par peut-être l'exemple de ton père, mais c'est vraiment lui
qui même inconsciemment t'a amené à faire du 3000 steeps et au final, ça représente quoi pour toi le 3000 steeps par rapport aux autres disciplines du demi-fond sur lesquelles tu aurais pu t'aligner et que je sais tu as testé également? Alors, c'est mon père forcément qui m'a retransmis cette volonté de m'aligner sur le 3000 mètres steep, mais après je pense que c'est aussi une correspondance entre mon caractère et la course en elle-même. Voilà, mon petit frère s'est lui orienté plutôt vers le 400 mètres haies, donc il a été champion de France sur 400 mètres haies. Donc je pense que dans la famille, c'est un peu dans l'état d'esprit de vouloir franchir les obstacles dans la vie, de jamais rien lâcher, d'être battant et ça collait totalement avec mon caractère. Et c'est vrai que cette course, en fait, c'est la course de toute ma vie, quoi. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que même sur la route, par exemple, sur le demi-fond et le fond, moi j'estime qu'il y a vraiment des courses, par exemple entre le 10, le semi, le marathon, ça correspond aussi à des états d'esprit, à des personnalités et effectivement chaque course finalement, je pense, correspond à une personnalité. Tu l'exprimes très bien et le fait que ton frère, même si c'est du sprint, soit sur une course à obstacles, sur haies basses, parce que le 400 mètres, les haies sont plus basses, par exemple, sur 110 mètres haies. Et elles tombent surtout, par rapport au steeple. Ça peut protéger les tibias. Hein. Voilà, on sent bien qu'il y a une dynamique autour, comme tu le disais très bien, le fait de franchir des obstacles et qui agrémente aussi une course. Et du coup, pour qu'on puisse tous se rendre compte de l'investissement que tu mettais dans ta préparation, moi, j'aimerais un peu creuser sur l'entraînement. Et par exemple, à l'époque où tu faisais du steeple au niveau, lorsque tu as été championne de France, une semaine type de Maëva en préparation d'un grand championnat, c'était quoi à la fois en termes de nombre d'entraînements, de volume global sur la semaine, ça, on aime bien, tu vois, quand on fait du demi-fond ou du fond, un peu se Avoir un comparer petit sur volume les kilométrique, kilométrages ouais, hebdomadaires. exactement. Et aussi en typologie de séance finalement. Est-ce que c'était beaucoup d'intensité? C'est quelle part c'était? Et le travail technique du coup du passage de barrière, ça représentait quoi? Ça fait beaucoup de questions, donc tu as le temps de développer un peu. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais rebondir tout de suite sur le travail technique. Ça, c'était quelque chose d'assez inné chez moi et c'est vrai que on a beaucoup travaillé sur les passages de rivière, notamment parce que j'avais une technique qui était assez particulière par rapport aux autres coureuses. Donc peut-être de par ma blessure, j'ai dû développer cette technique de protection, de réception, on va dire. Mais sinon, on travaillait peu parce que c'est quand même une discipline assez traumatisante et du coup, on travaillait plutôt ça en muscu. Donc à savoir qu'on faisait 2 séances de muscu par semaine. Ça me préparait vraiment à avoir un corps solide et à être la mieux préparée possible pour la compétition. Parce que c'est une discipline qui est quand même assez en force. Et du coup, en termes de volume, nombre d'entraînements et la proportion d'intensité dans ce volume global? Alors ça, en termes de volume kilométrique, parce que je sais que beaucoup de runners aiment bien parler de kilométrage par semaine, comme tu l'as précédemment dit. Moi, ça allait entre 70 à 120. Voilà. Après, depuis quelques temps, je roule énormément, donc forcément, ça fait baisser un peu le kilométrage. Et puis, ça décharge aussi les articulations. Faire un sport porté, voilà, le steep, c'est quand même assez traumatisant. Et c'est vrai que quand on veut toujours repousser ses limites, toujours s'entraîner plus, il y a forcément des petits bobos. Hein. Au niveau, c'est tout à fait normal de courir voilà, avec des petits pépins physiques. On apprend juste à courir avec le temps. Voilà, du coup, pour baisser cette charge kilométrique, parce que c'est pas en faisant plus forcément qu'on progresse plus. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi avec l'expérience et avec le temps. Plutôt privilégier le qualitatif que le quantitatif. Et c'est vrai qu'avoir intégré du vélo depuis quelques temps, ça a fait beaucoup de bien au corps. 120 km quand même, jusqu'à 120 km par semaine pour une coureuse de demi-fond, on se rend compte que tu bornais déjà quand même pas mal. Hein, ouais. C'est presque... En fait, j'étais totalement anesthésiée dans cette période-là. J'avais pas du tout l'impression de courir. J'étais tellement formatée à m'entraîner que, en fait, le kilométrage, il passait tout seul, quoi.
Bon, n'essayez pas de reproduire ça à la maison. Tu sais, c'est comme, pour celles et ceux qui nous écoutent, comme l'a très justement dit Maëva, c'est la récupération et l'assimilation est aussi très, très important et on parle d'une athlète du haut niveau. Je disais en introduction, Maëva, tu as passé 7 ans à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui a la réputation d'être une véritable usine à champions, avec environ 850 sportifs présents et 450 internes qui y séjournent à l'année. C'était ton cas, parce que je crois que tu avais ton petit studio là-bas. Tu avais 20 ans quand tu es arrivé à l'INSEP, c'est plutôt jeune. Du coup, comment est-ce que tu as vécu ton arrivée à cet institut, loin de tes proches et est-ce que tu penses aussi que c'était le meilleur choix à faire? Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'endroit où il faut être si on veut aller chercher des médailles à très haut niveau? Alors, je vais donner une réponse personnelle parce que forcément, c'est propre à chacun. Il y a des athlètes qui s'y plaisent et qui s'y épanouissent en tant qu'athlète professionnel et d'autres un peu moins. Mais à titre personnel, ça a vraiment été un gros bouleversement dans ma vie et dans ma carrière sportive. À savoir que j'ai quitté la Normandie du coup pour intégrer l'INSEP et en parallèle mon école de podologie à Paris. Donc j'avais un double projet quand je suis arrivée ici et ouais, l'INSEP, je me suis totalement accomplie en tant qu'athlète, quoi. Je me suis tout de suite retrouvée dans tout ce que proposait l'INSEP et c'était vraiment mon objectif, c'était de me professionnaliser, de faire plus attention à ce que je mangeais, d'avoir un suivi en béton. J'ai pu construire mon staff au cours de ces années, parce que du coup, ça fait 7 ans que j'y suis. Ça a permis aussi de développer un réseau autour du monde du haut niveau qui est indescriptible. Donc ouais, non, c'est que des bons souvenirs. Pourtant, quand on regarde les athlètes français qui sont médaillés sur les grands championnats, finalement très peu sont issus de l'INSEP. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer avec autant de moyens qui sont mis dans cet institut? Pourquoi finalement ça sort, je ne vais pas dire peu, mais peut-être un peu moins de médailles que ce qu'on pourrait être en droit d'attendre? Parce que je pense que l'INSEP est plus adapté à un public qui suit un double projet, dans le sens où il y a des études sur place, où c'est un centre, pour moi, c'est un grand centre de formation à la préparation olympique. Donc j'ai été pendant 4 ans surveillante au bâtiment des mineurs et je l'ai vu, les mineurs, voilà, ils étaient pleinement épanouis et parce qu'il y avait à la fois les cours sur place et ils pouvaient aller s'entraîner. L'emploi du temps, il était préparé et aménagé. Pour des personnes qui n'ont pas ce double projet, ça peut être un peu plus délicat parce que l'INSEP, c'est un cadre de haut niveau et une année olympique, je me souviens de l'année de Rio en 2016, tout ce qu'il y avait dans l'INSEP te rappelait que c'était une année olympique. Donc c'est quand même un environnement qui est assez anxiogène quand tu prépares des échéances internationales. Et c'est vrai que en tant qu'athlète, t'aimes bien aussi oublier un peu toute cette pression et être focus sur autre chose à côté. C'est vrai que ça pourrait être l'inconvénient de l'INSEP. Après, moi, ça m'a vraiment boosté et ça a été une source d'émulation, quoi. J'imagine aussi qu'avec 450 athlètes présents à l'année, ça doit être gai quand même quelquefois. Rassure-moi, ça a l'air, il y a beaucoup de disciplines là-bas, mais vous arrivez quand même à faire un petit peu la fête de temps en temps? Mais la fête, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que les bars sont fermés. Avant, il y a des bars à l'INSEP alors? À l'extérieur de l'INSEP, on a notre petit bar au château de Vincennes. Mais non, c'est vrai qu'il y a une grande cohésion et puis on peut croiser de grands champions et tout. Donc tous les sports sont confondus. Ça, c'est vrai que c'est assez génial d'échanger sur d'autres disciplines, la façon de s'entraîner. On est tous différents en fait. On fait du haut niveau certes, mais on a tous un entraînement qui est totalement différent. Alors du coup, Maëva, maintenant, moi j'aimerais revenir sur une étape que je vais qualifier de douloureuse dans ta carrière. Alors cet événement a eu lieu le samedi 26 mai 2018 au meeting d'Ordegem en Belgique. Alors Ordegem, c'est une petite ville à la frontière, juste après la frontière française, que l'ennemi fondeur connaissent très bien parce qu'il y a des meetings de très haut niveau avec beaucoup de densité. Voilà, c'est pas forcément le lieu touristique privilégié des Français qui vont en Belgique, évidemment. Et du coup, alors que tu étais dans ta meilleure forme sportive après un titre de championne de France obtenu l'année précédente, tu chutes sur une barrière lors de ta course. Et du coup, là, le verdict est sans appel. C'est rupture du ligament croisé antérieur du genou.
c'est une blessure évidemment assez grave qui nécessite plusieurs mois d'arrêt, une opération et une longue rééducation. Du coup, au moment T, quand ça t'arrive et que tu as l'annonce du diagnostic, comment tu as vécu ça? Et voilà, comment tu l'as vécu? Et est-ce que au moment même de la chute, tu sais que c'est vraiment grave? Alors, il y a eu plusieurs étapes dans ma tête. Ça a été un peu un ascenseur émotionnel. Donc, comme tu l'as très bien décrit au tout début, ça a été mais douloureux parce que voilà, je voyais que tout s'effondrait, que voilà, je pouvais plus rien faire, plus courir. Les échéances sportives, il fallait les oublier. Les objectifs de l'année, il fallait aussi les oublier. Donc, tout ce que j'avais fait avant, pour moi, c'était mais inutile. Donc, tous ces sacrifices qui tombent un peu. Et voilà, donc ça a été la première étape. Ensuite, je suis passée par une étape d'acceptation de la douleur. Donc voilà, j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais blessée, pourquoi je m'étais fait mal, quelles erreurs j'avais pu faire pour me rompre ce ligament, quoi. Donc il y a eu une remise en question aussi à travers cette étape-là. Et après tout ce processus qui a été quand même assez long, on a activé la résilience, quoi. Donc là, il fallait revenir au top et voilà. Maintenant que j'avais compris pourquoi je m'étais blessée, c'était maintenant comment j'allais redevenir meilleure et revenir à mon niveau. Et ça a été long, mais c'était une fixation d'objectifs et heureusement que je me fixais ces objectifs pour pouvoir revenir. Tu penses que ta blessure était évitable? Tu dis finalement, tu as analysé. Est-ce que tu penses que tu aurais pu éviter de te blesser? Quel constat tu as fait sur cette blessure? Alors, j'ai pas raisonné comme ça en fait. Je me suis pas dit ouais, j'aurais pu l'éviter. Enfin voilà, non, c'était arrivé, il fallait l'accepter. Je me suis blessée, mais voilà, je me dis bon, c'est une part du destin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette blessure et de mon nouveau corps et comment je peux revenir avec ce nouvel obstacle, quoi, à franchir. Mais tu penses que c'était lié peut-être à du surentraînement? Est-ce qu'il y avait des facteurs extérieurs il y avait de la fatigue. C'était une semaine qui était assez fatigante pour moi. Il y avait eu des changements au niveau de l'entraînement. Et peut-être que j'étais épuisée en fait à un moment de ma carrière où c'était en fait ça a été un signal. Peut-être que je me suis rompu ce ligament pour justement alerter mon entraîneur et lui dire là je peux plus, quoi, je suis rompue. Mais c'est souvent, et ça c'est Fred qui peut-être me confirmera, mais c'est souvent quand on est au pic de sa forme que la blessure survient et elle est d'autant plus dure à vivre parce qu'on a un sentiment d'injustice profond. En fait, je prends cette image-là, on court sur un fil et ce fil, il est très fin et on peut tomber à tout moment. Donc, pour rester sur ce fil, ça requiert d'avoir une connaissance de soi et une confiance totale. Moi-même, on est en confiance en soi. On peut tomber à tout moment, quoi. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'entraînement. Et accepter tout ça, ça fait partie de la vie d'un athlète. Alors justement, hein, je trouve que l'image de pic de forme est vraiment bonne pour ça, c'est qu'en fait voilà, un pic c'est quelque chose de pointu sur lequel on n'a pas beaucoup d'équilibre en fait et qui est très instable et on peut tomber d'un côté comme de l'autre et c'est malheureusement parfois ce qui arrive. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, Maëva, on avait évoqué le sujet dans un podcast avec Guillaume, c'est qu'effectivement il y a plusieurs étapes lorsqu'on se blesse. Il y a d'abord une forme d'étape de colère, puis après une étape d'essayer de compréhension, puis de résilience. Et c'est justement très important, et tu l'as bien souligné, de pas se dire que les choses elles sont arrivées par hasard et peut-être essayer d'en trouver les causes ou en tout cas les raisons, pas pour se dire ah si j'avais fait ça serait pas arrivé, mais comment faire en sorte que ça se reproduise pas et justement tirer des enseignements parce que chaque événement de vie est porteur d'enseignements et permet d'être une athlète encore plus forte après. Mais du coup, si on doit résumer un peu ces différentes étapes par lesquelles tu es passé, combien de temps ça t'a pris vraiment pour dire ok, entre la colère, la démotivation et le fait à un moment de repartir sur des objectifs, même de rééducation, combien de temps ça t'a pris pour vraiment être à nouveau entre guillemets dans de bonnes dispositions par rapport à la gestion de ta blessure?
Ça a été assez rapide parce que déjà, j'ai la chance d'être à l'INSEP et très bien entourée d'un point de vue médical. Donc, dès lors que j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien et que la date d'opération, elle était fixée, là, j'ai pu me fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Donc, je savais qu'après l'opération, il fallait que je réapprenne à marcher, je réapprenne à courir aussi et que tout ça, ça allait passer par un centre de rééducation. Donc, j'ai fait le choix d'aller au CERS de Cap-Breton. Et en fait, je me rends compte que l'entourage, mais il fait énormément, quoi. Il joue énormément sur cette période qui est tellement difficile. Et j'ai été incroyablement bien entourée, quoi. Et justement, là, tu parlais de ta période de réathlétisation, de rééducation. On sait que c'est chez un certain nombre de sportifs, c'est des périodes assez délicates. Déjà parce qu'on s'entraîne moins et que du coup, on peut avoir le corps qui change, et que c'est pas toujours simple à vivre, surtout dans nos sports où, de manière disproportionnée, il y a peut-être trop d'attention à porter à ce point-là. Mais c'est aussi une période où globalement, on sort un peu du groupe d'entraînement puisque ceux qui sont pas blessés continuent à s'entraîner. Les contacts avec le coach peuvent être plus ou moins soutenus. Voilà, ça dépend des entraîneurs, ça dépend de la longueur des blessures. Et du coup, comment toi ça s'est passé concrètement ça? Est-ce qu'à un moment quand même tu t'es senti en difficulté du fait de moins pratiquer, d'avoir des choses qui évoluent chez toi et d'être peut-être un peu coupé de ton groupe d'entraînement, du coach et du milieu même de l'INSEP puisque du coup tu étais parti à Cap-Breton? Justement, ouais. Donc, du coup, j'ai fait le choix de partir à Cap-Breton parce que rester à l'INSEP dans un environnement qui te rappelle tous les jours qu'il faut que tu sois performant et performante, c'était très difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'aller faire ma rééducation ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une période où, quand je m'entraînais encore un peu à l'INSEP, que je me rééduquais, je longeais un peu les murs. Je voyais les autres s'entraîner. Ils étaient à bloc, ils étaient aussi dans leur ascension à haut niveau, quoi. Et ça a été un peu difficile, mais j'ai été accompagnée par ma préparatrice mentale qui, voilà, a complètement détourné mon regard sur ce sentiment de honte que j'avais. En fait, je n'avais pas à avoir honte et il fallait que je me repositionne en tant qu'athlète de haut niveau dans un environnement où je pouvais pas faire tous les jours du haut niveau parce que j'étais blessée. Mais c'est vrai que tout nous rappelle que quand on est blessé, c'est quelque chose que j'ai traversé aussi, et je pense que beaucoup de nos auditeurs l'ont malheureusement aussi traversé. Souvent, on se sent athlète, on se définit comme un athlète, et tout nous rappelle que finalement, on peut plus courir, on va prendre un peu de poids. C'est pas comme disait Fred, c'est vrai que les coureurs, on a un peu tendance à faire une fixation sur le poids, même si on essaye de pas trop, de faire attention et d'être vigilant par rapport à ça. Mais on va monter les escaliers, on va être plus vite fatigué. Notre identité aussi, on est souvent défini par nos amis, par nos proches comme étant l'athlète. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de perdre un peu son identité. Et c'est des choses qui peuvent être très très dures d'un point de vue psychologique. Alors après, on n'est malheureusement pas tous égaux, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais ça peut vraiment être traumatisant. Et après, c'est un facteur du coup qui vient, on va prendre encore plus de poids, on va encore plus peut-être se laisser aller, ça va être encore plus, remonter la pente va être encore plus difficile. Et c'est vrai que ton appui, toi en tout cas ton soutien psycho a été vraiment important pour toi. Ah oui, totalement. C'est vrai que on a tendance à perdre son identité parce que moi, j'étais construite sur mon corps d'athlète. C'est mon métier, quoi. Enfin, je veux dire, je faisais ça 2 fois par jour et de passer à 2 entraînements par jour à rien. Et c'était très très dur. Donc ça a été une période où du coup je me suis fixé aussi des objectifs professionnels et c'est là que le double projet a toute son importance, c'est de pouvoir se projeter dans autre chose, quoi. Et c'est très important d'être occupé mentalement. Ouais, c'est une sorte de traversée du désert où en l'espace d'un claquement de doigts, on peut passer des feux des projecteurs à une forme d'anonymat médiatique. C'est vrai que toi en plus, durant cette période, tu as, je crois, perdu ton sponsor. Tu t'es exprimé, notamment sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Est-ce que c'est aussi ça, la réalité du sport de haut niveau, où finalement, notre carrière, elle tient sur un fil et en un battement de cils, on peut perdre ses soutiens financiers, ses partenaires. Est-ce que tu penses qu'avec le recul, tu étais suffisamment assez prête à affronter cette réalité ? On n'est jamais préparé. mais voilà, aujourd'hui, je me dis que, et ça, je pense que c'est très important de partir avec cette mentalité-là, c'est qu'on apprend de chaque situation. Et que ça soit des situations d'échec, il faut en rencontrer parce que c'est dans ces moments-là qu'on en apprend le plus de choses.
limite beaucoup plus que quand on est dans des situations confortables et de réussite. Et c'est à travers ces moments-là aussi qu'il y a une remise en question. Et bon, voilà, j'ai appris des choses. Forcément, mais ça a été aussi la période où j'ai pu voir les personnes sur qui je pouvais compter, les personnes sur qui je pouvais moins compter. Le sponsor, oui, il m'a lâché, certes, mais voilà, je leur en veux pas du tout. Voilà, c'est pas ce que je dénonçais dans le post que j'avais publié. Ce que je dénonçais, c'était le manque de remerciement et de considération envers les valeurs que j'avais transmises à travers le logo, quoi. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée parce que certes, on sponsorise des êtres humains, en fait, et il y a des valeurs humaines et ça, on n'est pas des robots, quoi. Et c'est vraiment le côté négatif du partenariat avec les marques, c'est qu'on oublie qu'on est des êtres humains et que voilà, on a des émotions. Tu penses qu'il y a un manque de gratitude de la part de cette industrie, de certains acteurs en tout cas? Du moins, à l'époque, il y avait un manque de gratitude. C'était de la consommation d'athlètes, en fait. Et moi, ça m'a un peu déplu dans ce sens-là. Après qu'ils arrêtent mon contrat, c'est tout à fait normal. J'étais plus performante, j'étais moins visible, peut-être aussi pour eux. Je remplissais pas forcément les critères. Mais un simple remerciement, ça aurait été différent. Mais c'est une vraie question, hein, qui et qui pour celles et ceux qui suivent pas forcément toute l'actualité de ce secteur-là, touche tous les athlètes, hein, parce que Maëva a parlé de ce qui lui est arrivé. On se rappelle aussi qu'Allyson Felix, lorsqu'elle était enceinte, a vu, en tout cas, pas son contrat résilié, mais fortement réduit. Donc ça touche aussi, pas des athlètes qu'on pourrait penser non affectés par ce type d'événement. Et du coup, ça pose la question, moi je trouve, des enjeux économiques autour du sport de haut niveau. Alors, parce qu'actuellement, le secteur du sport est fortement touché par la crise sanitaire et plus particulièrement les équipementiers et la nutrition sportive qui sont normalement des acteurs qui financent beaucoup d'athlètes à travers des partenariats, comme tu en parlais, Maëva, de visibilité, puisque c'est ce que recherchent les marques. Et notamment à date, hein, beaucoup d'athlètes de haut niveau ne savent pas s'ils auront un partenaire pour l'année prochaine. On a vu certaines informations où certains ont renégocié leur contrat, sont allés chez d'autres partenaires. Est-ce que toi, au vu de la situation qu'on vit, Maëva, cette situation t'inquiète? Ça m'inquiète dans le sens où on en oublie l'essence même de la pratique du sport, qu'elle soit à niveau amateur, à haut niveau, c'est le plaisir. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va plus s'orienter vers des contrats marketing parce qu'il faut des marques qui nous suivent. Bon, certes, l'athlétisme, on gagne pas énormément et c'est vrai qu'on a besoin quand même de moyens financiers pour pouvoir payer nos stages, nos compétitions, nos déplacements, notre entraîneur. Mais l'essence même, elle est oubliée en fait. On rentre dans un enjeu marketing alors que l'essence du sport, c'est partager des moments, prendre plaisir, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Malheureusement, je partage ton constat, Maëva. C'est vrai qu'on a l'impression que l'athlète se retrouve au milieu d'une industrie qui le dépasse complètement, où les enjeux économiques ont pu prendre le pas sur la dimension humaine, ou en tout cas ont pu prendre même de beaucoup d'avance sur la dimension humaine. C'est un investissement de tout temps. Quand on est athlète, c'est pas comme un travail qu'on peut faire de 7h à 17h. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut pouvoir s'y consacrer à 300%. Donc évidemment que la dimension économique, elle est extrêmement importante pour pouvoir faire son sport dans de bonnes conditions. Et oui, comme tu le disais, il faut pouvoir financer ses stages, son équipement. Mais l'athlète, c'est pas seulement un coureur. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais il a le droit aussi d'avoir une vie, une famille, une voiture, pouvoir financer des voyages. Il a tout à fait le droit de vivre. On peut pas demander à un athlète de tout sacrifier pour le sport. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas la définition, c'est pas les attentes que j'ai par rapport aux athlètes. Et c'est vrai que des fois, on peut même voir, il n'y a pas que seulement que les équipementiers, mais on peut voir aussi des fois sur les réseaux sociaux. Tu sais, on en parlait récemment avec Manon Genet, mais où certaines personnes ne comprennent pas qu'ils ont besoin de faire des placements de produits, ils ont besoin aussi de mettre en avant leurs partenaires parce que c'est leur économie et qu'on ne peut pas leur reprocher ça. Je trouve que c'est très égoïste ou en tout cas, c'est pas faire preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis des athlètes à qui on ne peut pas reprocher de vouloir subvenir aux besoins de leur famille. Malheureusement, un 800 mètres, ça nourrit pas un enfant. Je pense que voilà, il faut en avoir conscience et pas forcément rester sur une image qui est idéalisée, fantasmée. Bref, Maëva, tu le disais tout à l'heure, tu as fait le choix pendant ta convalescence de t'accorder
1 an pour finaliser tes études dans la podologie, il me semble. Néanmoins, tu as décidé de quand même garder un pied dans le sport en te lançant un nouveau défi, celui de participer à des duathlons. Alors le duathlon, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, c'est une discipline où on pratique le vélo et la course à pied, un peu comme le triathlon, mais sans la natation. Et ça, c'est une idée très intelligente, je crois, parce que la natation, ça en effraie plus d'un et je sais de quoi je parle. Pourquoi est-ce que finalement tu as eu envie de sortir de ta zone de confort en te lançant dans cette nouvelle discipline? Parce que tu as très peu d'expérience en matière de cyclisme. Je crois même que tu t'es inscrit dans un club de duathlon, donc c'est que tu veux quand même faire les choses sérieusement. Exactement, j'ai signé avec le mot duathlon. Tu l'as très bien dit, je suis incapable de faire que des études où voilà, il me faut un projet sportif à côté. Je fais ça depuis toute petite, donc il y a une certaine addiction d'ailleurs. Et ouais, non, j'avais besoin de me lancer de nouveaux objectifs et d'aller dans un environnement où j'avais pas forcément de repères et comme tu l'as très bien souligné, sortir de ma zone de confort en fait. Et je pense que c'est très important dans un moment comme une période de pandémie, c'est de se fixer des objectifs qui nous sortent de cette zone de confort quoi. Et c'est vrai que la clé, j'ai beaucoup trop aujourd'hui de connaissances, j'ai trop de repères et j'ai besoin de sortir de ce mood quoi. Et le duathlon, ça correspondait parfaitement parce qu'en plus de ça, je me suis fixé l'objectif en 2021 de faire tous mes transports à vélo. Donc voilà. Et du coup, là, donc, c'est du duathlon, mais est-ce que dans l'athlétisme de haut niveau, tu penses rechausser un jour les pointes ou pourquoi pas te lancer sur marathon et qu'en ligne de mire Paris 2024? Ou est-ce que finalement, cet aspect-là de la course à pied, tu l'as mis définitivement derrière? Pas du tout. C'est vrai que voilà, je reste une amoureuse de la course à pied et non, je vais continuer à mettre des dossards, bien évidemment. Mais voilà, là aujourd'hui, mon projet principal, c'est d'être diplômée d'État pédicure podologue. C'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Là, j'étais en semaine de partiel. D'ailleurs, j'en ai un cet après-midi. Mais une petite pause avec dans la tête d'un coureur, ça relâche la pression. Et non, voilà. Donc ça, c'est sûr que non, je vais remettre des dossards et espérons qu'ils nous en proposent cette année. Bah écoute, avec Fred, on est ravis de te servir de soupape de respiration entre tous tes partiels. T'as plutôt bien choisi ton année parce que c'est vrai que voilà, l'année 2020-2021 en matière de compétition, on peut pas dire que ce soit le meilleur cru. D'ailleurs, toi, comment est-ce que tu as vécu cette période de crise sanitaire avec l'absence de compétition? Est-ce que finalement, le fait d'avoir connu une blessure, ça t'a aidé à relativiser ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Comment est-ce que tu vis, toi, la période qu'on traverse actuellement? Elle est pas évidente à traverser et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de me mettre à fond dans mes études en ce moment parce que je sais que c'est un objectif qui va être réalisé parce qu'il dépend pas forcément de la crise. Le diplôme d'État, normalement, il sera assuré, espérons. Mais voilà, je sais que c'était un objectif concret qui n'allait pas être annulé parce qu'il y avait la pandémie. Donc ça me fait du bien parce que au moins je sais que ça va pas être annulé, quoi. Mais voilà. Je pense qu'on peut tous s'inspirer. C'est vrai que dans une situation pareille, c'est bien de revoir ses objectifs, d'essayer de trouver des alternatives, de s'adapter. En fait, l'adaptation, ça reste l'une des meilleures qualités d'un athlète. Et justement, je voulais revenir sur tes études de podologie. Alors, c'est un sujet qui est quand même assez en lien avec la course à pied. On a d'ailleurs fait un podcast dans la tête d'un coureur avec un podologue. C'est une discipline qui est pas forcément connue de tous les coureurs à pied par rapport au kiné qu'on a l'habitude de voir, les ostéos, les nutritionnistes. C'est vrai que les podologues, pas tous les coureurs vont en voir. Pourquoi est-ce que toi, tu as jeté ton dévolu sur cette discipline? Qu'est-ce qui te plaît dans la podologie finalement? Déjà parce qu'elle était tournée vers l'humain et c'est vrai qu'en une période de Covid, Enfin, voilà, le lien social se perd et ça me fait du bien de me tourner vers les autres et d'aider les autres. Et c'est vrai que par ce métier, voilà, on est pleinement dedans, quoi. Après, voilà, on accompagne aussi bien des personnes âgées, des sportifs, des enfants. Il y a tout type de pathologie et c'est vrai que cette profession, je sens que je vais vraiment pleinement m'épanouir dedans.
Et on sent qu'il y a aussi peut-être le goût d'avoir une activité professionnelle qui reste en contact avec le milieu sportif. Alors, évidemment, même si la podologie ne concerne pas que des coureurs, c'est de façon, vu ton réseau aussi, très certainement, il y a un lien avec la pratique de la course à pied, son optimisation, non? Exactement. Donc au-delà de l'aspect thérapeutique, on va dire qu'il y a aussi l'ambition d'optimiser la performance. Donc les patients viennent pas forcément nous consulter parce qu'ils ont des blessures. Ils veulent aussi optimiser leurs gestes techniques. Et d'ailleurs, c'est l'objet de mon mémoire, c'est l'effet des plaques carbone sur sur la cinématique du coureur d'endurance. Donc c'est comment optimiser le geste par l'apport de cette plaque carbone en fait. Et vu que c'est un sujet un peu d'actualité, voilà, ça a été le sujet de mon mémoire. Quel regard tu portes justement sur cette fameuse plaque carbone? C'est vrai que on entend beaucoup de choses. Tu sais que la part aussi du psychologique est extrêmement importante. Ouais. Fred en a parlé récemment dans un podcast. C'est quoi toi en tant que un peu future experte en termes de course à pied? Quel regard tu portes par rapport à ça? Il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que tu penses qu'elles sont justifiées? Et voilà, c'est quoi ton avis sur ça? Mais je pense qu'il faut être assez ouvert sur les nouvelles technologies qui arrivent. Forcément, hein, on ne peut pas équiper tout le monde avec des plaques carbone. Il faut quand même un renforcement musculaire assez conséquent. Il y a eu beaucoup de blessures suite au port de ces chaussures avec plaques carbone, notamment au niveau de la chaîne postérieure. Mais moi, je suis totalement ouverte sur ce genre de sujet. Voilà, je vois pas pourquoi il faudrait s'arrêter. Il y a une évolution dans le vélo, il y a une évolution dans la natation. Ben, il y en a une aussi dans la course à pied. Oui, mais moi, je parlais plus par rapport, tu sais, au gain qui est annoncé. On parle de 3-4 minutes des fois sur marathon. Ça semble quand même assez exponentiel. La réalité, en tout cas, nous, ce qu'on constate avec les athlètes, on va dire, du quotidien, elle est quand même assez éloignée. Est-ce que vraiment tu penses qu'il y a un gain qui est aussi pas important que ce qu'on veut dire? Et quelle est la part du psychologique et du réel derrière tout ça? Parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été du bracelet magnétique aux écarteurs de nez. Tous les 3-4 ans, on nous sort une nouveauté. Et chaque fois, on nous vend ça. Et ça marche d'ailleurs, parce que l'effet du psychologique est extrêmement puissant. Il y a plein d'expériences. Il faut aller voir sur YouTube. On donne de la bière sans alcool à des gens et ils se lèvent, ils ont l'impression d'être alcoolisés. Donc la force du mental est extrêmement importante. Hein. Le placebo, c'est quelque chose qui est reconnu, qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y a peu d'études qui sont sorties de personnes assez... qui sont vraiment assez experts sur ça, qui laissent quand même un peu à nuancer. Alors, il y a eu des études quand même qui sont sorties. Donc, il n'y a pas une isolation de la plaque carbone en elle-même, mais que la conformation de la chaussure donnait une économie de course de 4%. D'où la 4%. Mais voilà, ça va être l'objet de mon mémoire, justement. Je pourrais répondre à votre question un peu plus tard. C'est de voir en enlevant cet effet placebo, parce que les coureurs vont tirer au sort la condition d'expérimentation. Donc j'enlèverai l'effet placebo. Ils ne sauront pas s'il y a des plaques carbone ou pas dans la basket que je vais incorporer. Et ça va être intéressant parce que du coup, je vais aller analyser ce qui se passe au niveau des paramètres spatio-temporels du pied, quoi, temps de contact, cadence, longueur. Donc je vous en dirai un peu plus quand j'aurai fini mon étude. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'études aujourd'hui parce que les protocoles, ils sont totalement différents. Alors là, moi, je suis très intéressé, Maëva, et j'ai hâte que tu aies pu présenter ton mémoire déjà dans ta soutenance pour qu'on y ait accès ensuite, parce que c'est justement, tu poses, je pense, la question fondamentale qui est celle du vrai test à l'aveugle, parce que bien sûr, si on te donne la chaussure et dans laquelle tu te dis, bah, c'est la chaussure qui fait courir vite, l'effet, on peut pas le mesurer. Et ça, c'est clair et c'est intéressant. Donc, je serais très intéressé de voir ce que tu fais. Mais j'aimerais aussi aborder un aspect parce qu'on l'a vu, pas forcément de manière prépondérante, mais on a eu un certain nombre, je vais dire experts du pied entre guillemets, parce que c'est pas que des podologues, mais certaines personnes se sont exprimées, notamment sur les réseaux, pour indiquer que qu'en plus porter des chaussures à plaque carbone pouvait avoir des effets délétères sur un coureur, athlète de haut niveau ou pas d'ailleurs, puisque c'était finalement non naturel et pas conforme à une dynamique biomécanique entre guillemets de base. Du coup, toi, tu t'es un peu intéressé à cette question-là ou pas?
Alors, je m'y suis intéressée en testant moi-même ces chaussures, donc sur différentes marques. Et c'est vrai que la surutilisation des plaques carbone, mais ouais, forcément, elle a un impact sur la force musculaire, sur l'impact du pied au sol. Et c'est vrai que ben, ça modifie quand même la biomécanique de la course et on s'éloigne de la foulée naturelle qu'on peut avoir initialement. Donc oui, il y a un impact. Donc moi, je ne recommande pas forcément de surutiliser ces chaussures. Voilà, c'est avec parcimonie, quoi. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près et tu seras évidemment peut-être l'invité d'une prochaine émission parce que voilà, on réunit aussi de notre côté nous pas mal d'études. On attend aussi d'avoir des tests à l'aveugle parce que on pense que l'effet placebo peut quand même beaucoup jouer et que c'est important de pouvoir avoir ces données-là. Effectivement, quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut dire que c'est des très bonnes chaussures au niveau d'économie de course, notamment par rapport. On parle beaucoup de la plaque carbone, mais il y a aussi la mousse, je pense, qui est très forte et finalement, on verra. Mais c'est vrai que c'est finalement une chaussure de compétition avec quand même pas mal d'amortis, avec un certain confort qu'on n'a pas l'habitude d'avoir normalement avec des chaussures minimalistes, on va dire, comme on pouvait avoir avant, avec très peu de semelles qui attaquaient vraiment les mollets, la musculature. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut aller chercher le bénéfice avant même d'avoir un gain. Peut-être que c'est une économie qu'on gagne plutôt qu'un gain. En tout cas, moi je suis ça de près, mais voilà, il faut vraiment se laisser un peu de temps pour avoir plus de retours et comprendre un peu mieux cette technologie et les gains qu'elle peut apporter. Tu sais, Maëva, on aime bien poser des questions récurrentes dans le podcast. Il y en a une qu'on dit tout le temps. Si tu écoutes un petit peu le podcast, tu vas savoir. Si tu pouvais revenir à 15 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à la petite Maëva de 12-13 ans? Ah ouais. 15 ans en arrière. C'est pas facile. J'étais pas prête à cette question. Alors, je vais essayer d'y répondre à la normande. Je lui conseillerais de toujours être positif face à n'importe quelle situation, même si c'est pas facile. Comme tu l'as dit, certaines épreuves ne s'apprennent qu'avec les chutes et on en tire toujours de l'expérience positive. Exactement. Fred, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Une question peut-être. Tout a été dit et bien dit. Donc, à part remercier Maëva pour sa disponibilité et lui rappeler au cas que je suis vraiment en attente de la production de son mémoire et du coup que je lui dis à bientôt. Rien d'autre. J'espère qu'on te reverra bientôt sur les courses quand même. On espère quand on pourra courir à nouveau. Pourquoi pas sur marathon? En tout cas, je suis curieux de voir ce que tu peux donner sur cette distance-là. Avec immense plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt.